Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans Ça vous regarde, c'est l'émission du vendredi pour prendre le temps de regarder l'actualité en hauteur. On parle ce soir de l'Irak, que se passe-t-il? Est-ce que l'Irak va imploser? C'est une question évidemment importante, on en parle parce que près de 10 ans après l'intervention américaine en Irak, qui a fait plus de 200 000 morts et qui a renversé, rappelons-le, la dictature de Saddam Hussein, c'est un peu comme un retour à la case départ. On va en parler ce soir comme si cette guerre américaine n'avait servi strictement à rien. Il y a ce soir deux camps qui s'affrontent, on va faire de la pédagogie. D'un côté, l'armée régulière irakienne et les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant. On va beaucoup en parler de ce mouvement des djihadistes qui, au volant de leur pick-up, ont pris Mossoul, qui est quand même la deuxième ville du pays, des islamistes d'ailleurs qui ne sont pas très loin de Bagdad, à tel point que les autorités irakiennes ont appelé les Américains au secours. Venez nous aider. On va en parler de la position américaine. La situation est grave parce que on ne sait pas d'ailleurs si les Américains vont intervenir ou pas. Il y a des bateaux qui se sont prépositionnés, des hélicoptères de combat. On ne protège pour l'instant que l'ambassade. On va revenir sur ce conflit parce que derrière ces deux camps, c'est un conflit religieux qui déchire deux courants importants, deux frères ennemis, les chiites qui sont au pouvoir en Irak, placés, dit-on, par les Américains, et puis les sunnites, parmi lesquels, on y reviendra, il y a d'anciens officiers de Saddam Hussein qui tentent de reconstruire ce nouvel État à cheval entre la Syrie et l'Irak. La carte du Moyen-Orient est en passe d'être redessinée, et puis on parlera du conflit syrien, puisque évidemment cet État islamique respectant les règles de la charia entend s'étendre entre la Syrie et l'Irak. C'est un sujet évidemment important. Et puis on parlera de l'Iran, parce que l'Iran est revenu dans le jeu avec de nouvelles relations avec son ennemi juré, les États-Unis. Voilà, on fait le point ce soir sur l'Irak, sans savoir ce soir, au moment où nous parlons, si les États-Unis vont décider d'intervenir militairement. C'est un point évidemment très important. lcp.fr pendant qu'un téléphone sonne, le JDD.fr bien sûr, et puis hashtag CVR pour les tweetos, avec cette petite musique en fond. Jacques Miard est avec nous, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UMP des Yvelines, vous êtes le vice-président du groupe d'amitié ici à l'Assemblée nationale France-Irak. Vous aviez défendu la position française. On se souvient de Dominique de Villepin à l'ONU. La France n'avait pas participé à cette intervention militaire. Et puis, je me suis laissé dire que vous partiez à Téhéran dans quelques jours dans le cadre d'une mission parlementaire. On parlera de l'Iran peut-être avec vous, en tout cas la position de l'Iran dans ce conflit. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À vos côtés, Soubi Thomas, bonsoir. Vous êtes sociologue irakien, vous êtes membre de la communauté irakienne. Je crois que vous avez 44 ans d'exil, enfin vous avez fait des navettes, mais vous avez quitté votre pays il y a 44 ans. Il y a quelques jours d'ailleurs, vous avez été auditionné par le Parlement britannique. C'est pas rien, il se passe beaucoup de choses en Angleterre en ce moment. On reviendra évidemment sur la position des chrétiens qui sont très critiques à l'égard des Américains qui ont un peu abandonné le pays. Merci d'être avec nous. Et puis Ardavan Amir Aslani, bonsoir. Bonsoir, vous êtes avocat au barreau de Paris, vous êtes essayiste, iranien, spécialiste de la géopolitique du Moyen-Orient. Et auteur de ce livre, alors on parlera de l'Iran, des États-Unis, Iran, États-Unis, les amis de demain, où l'après Ahmadinejad, vous vous projetez déjà dans l'après. Ce livre est sorti en 2013 aux éditions Guillaume Pierre Deroux. Et puis enfin avec nous Myriam Benrad, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes spécialiste de l'Irak, vous travaillez aux séries Sciences Po, responsable Afrique du Nord et Moyen-Orient du Conseil européen pour les relations internationales, dont l'acronyme est le CFR. Vous y tenez beaucoup et c'est un think tank qui est basé à Londres. Votre livre, justement, Irak, idées reçues, il est sorti en 2010, puis on a lu, enfin, pour ceux qui s'intéressent au sujet, votre tribune dans Le Monde. L'Irak est-il mort, avec un point d'interrogation? On va essayer de savoir justement si l'Irak est mort ou si l'Irak est en passe d'être coupé en deux. En tout cas, regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. Alors, les images sont assez difficiles. Âme sensible, tournez la tête. Vous allez le voir, ce sont ces djihadistes, ces hommes armés qui sont des combattants qui ont pris la ville de Mossoul, donc au nord de l'Irak. Des images difficiles, en tout cas une volonté de combattre, une volonté de créer cet État. Regardez, Ahmed Tazir nous explique tout. La scène se déroule dans les rues de Mossoul. Sur cette vidéo, postée sur YouTube par les djihadistes eux-mêmes, un véhicule. À bord, un soldat de l'organisation État islamique en Irak et au Levant. L'organisation djihadiste sunnite qui s'empare de la ville du nord du pays. Une offensive éclair. La méthode est expéditive. L'homme tire sur tout ce qui bouge. Même ces deux hommes n'échapperont pas à la violence de ces intégristes.
Ce groupe de milliers de combattants proches d'Al-Qaïda a encore gagné du terrain. L'homme qui le dirige cultive le mystère. Il s'appelle Abu Bakr al-Baghdadi. Il n'apparaît jamais en public, aucune interview, vidéo de lui. Abu Bakr al-Baghdadi est un homme djihadiste très discret. C'est cet Irakien de 43 ans, ancien professeur de théologie, qui dirige l'organisation islamiste la plus radicale au monde. Ce sont ces hommes qui progressent aujourd'hui vers Bagdad. Voici les premières images furtives de ces djihadistes, visages cachés par des turbans. Sur cette autre vidéo, postée par les rebelles eux-mêmes, la population les acclame lorsqu'ils jurent de marcher sur Bagdad. Le soutien des sunnites, négligé par le pouvoir chiite, est un de leurs atouts. Face à l'avancée des djihadistes de l'EILL, l'Irak demande de l'aide aux Américains. Washington n'exclut pas des frappes aériennes. C'est que l'armée irakienne, elle, a vite déserté le champ de bataille. Les habitants de Bagdad, eux, sont prêts à défendre la capitale, coûte que coûte. Si j'essaie d'atteindre Bagdad, avec l'aide de Dieu, nous allons tous défendre la capitale unie comme un seul homme. Je vais me sacrifier, les laisser me couper en morceaux, mais je n'abandonnerai jamais mon quartier et mon pays. Je ne peux jamais quitter Bagdad. Blindés au but de mortier, lance-roquettes sans renfort, et voici l'Irak de nouveau dans l'escalade de la violence. Jacques Miard, quand vous voyez ces images, et puis évidemment je m'adresse à mes autres invités, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que, et c'est le débat d'ailleurs posé dans les colonnes du Monde ce soir, de savoir si c'est Barack Obama ou George W. Bush qui ont ouvert la boîte de Pandore, mais est-ce que vous dites, on a eu raison, nous, les Français, de ne pas s'engager dans cette guerre? Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, on a le chaos au Moyen-Orient. Et les images que nous venons de voir illustrent l'extrême violence de ces djihadistes qui se sont alliés en la circonstance, selon ce que l'on sait, avec des anciens bassistes et les tribus de cette région d'Irak. Et ils n'ont en face d'eux que les Kurdes et puis, bien sûr, les chiites de Bagdad. Mais ils sont extrêmement violents. On a affaire à des gens qui sont assoiffés véritablement de violence, de sang. Et c'est ça la réalité. Alors on peut toujours dire, bien sûr, c'est la faute des Américains, mais on a dépassé ce stade. La France a pris une position extrêmement ferme à l'époque en disant « attention, c'est une aventure ». Je rappelle que l'intervention américaine était justifiée par les soi-disant armes de destruction massive de Saddam Hussein, qu'on a toujours cherché. Absolument, qui n'ont donc jamais existé. Et qu'il y a eu une manipulation planétaire sur, justement, de la part des néoconservateurs pour intervenir. Et que Wolfowitz l'a reconnu après en disant ça a été véritablement, je dirais, le prétexte, mais notre volonté, c'était d'intervenir. Donc guerre pour rien. Guerre pour le rien ou guerre catastrophique plutôt. C'est pas pour rien. Parce que vous avez parlé de 200 000 morts, moi je pense qu'il y en a eu bien davantage. Alors aujourd'hui, la situation est effectivement explosive parce que nous avons la guerre en Syrie, nous avons la guerre aussi en Irak, nous avons non pas une division de l'Irak qui est très forte avec les Kurdes, qui peuvent attraire les Kurdes de Turquie, les Kurdes iraniens. Donc, c'est la boîte de Pandore qui est à nouveau ouverte. Alors, l'intervention des États-Unis, j'entendais, vont-ils intervenir avec des frappes aériennes? Ça sert à quoi, les frappes aériennes? J'entendais à l'instant un document sur une chaîne américaine qui disait très clairement, c'est pas les frappes aériennes qui vont changer quoi que ce soit. Donc, en revanche, les Iraniens sont présents militairement, ça nous le savons. Ils ont toujours eu des hommes ils continuent d'ailleurs là, oui, conseillers tout simplement parce qu'il y a beau avoir parfois de la rivalité, mais ils sont présents militairement à travers des bases d'Aran. Ils sont là en Irak. Donc, c'est une guerre régionale qui peut avoir des conséquences désastreuses, effectivement, sur l'ensemble de la région. Et nous, qu'est-ce que nous faisons? Je ne vais pas citer la phrase de Chesson. Une nouvelle fois, on ne va rien faire, disait Chesson une fois. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que cette situation nous échappe. Elle nous échappe. Ce que nous pouvons traiter, ce sont les effets, notamment du djihadisme, sur la France, sur l'Europe. Ça, oui. Et ces jeunes qui partent. Soubi Thomas, il y a deux questions dans ma question, et je m'adresse à mes autres invités. Il y a l'intervention qui est attendue et réclamée par le pouvoir irakien, qui a l'air un peu dépassé militairement. Et puis, il y a la question historique, je dirais, c'est presque de l'histoire. Fallait-il engager une guerre? Les Américains, finalement, à rebours, ont-ils eu raison d'engager cette guerre contre Saddam Hussein? Je dirais,
concernant la position de la France à la veille de la guerre, ça, c'était une position qui honore la France. Pas aux yeux des Irakiens comme moi, mais aux yeux de beaucoup de citoyens des tiers-monde. Enfin, il y avait une voix honorable qui pouvait s'opposer à une catastrophe. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de pays comme la France. C'est une opération, la guerre était une opération montée, une opération bâtie sur le mensonge. Et tout ce qui découle d'une opération mensongère est de mensonge. Ce que nous avons constaté, c'est que les quelques djihadistes terroristes qui ont envahi l'Irak avec 1 million de soldats, 1 million de policiers, 10 ans d'entraînement, que les États-Unis, ils ont entraîné l'armée, la police, des centaines de milliards, ils ont dépensé pour former. Et finalement, ils se sont écroulés parce que c'était une armée mensongère. Et finalement, ils ont recruté les membres de l'armée parmi les tribus pour avoir la bénédiction des tribus. Chaque tribu a envoyé des hommes. On leur a fait croire qu'ils n'avaient rien à craindre. Ils seraient défendus comme l'Occident a défendu le Koweït. Ils sont allés pour avoir un travail sans vouloir se battre. Voilà un petit peu le résultat. Mais ce soir, vous attendez, vous, en tant que réfugié irakien, que les Américains réparent leurs fautes? Parce qu'il y a un peu cette idée, on a le sentiment que Barack Obama hésite, qu'il hésite véritablement. Est-ce que cette idée-là, est-ce qu'il pourrait... Il y a la solution, bien sûr, guerrière. Il y a des colonels ou des généraux dans tous les milieux qui veulent la guerre, mais il y a, une fois de plus, une occasion où la sagesse, elle peut, enfin, imposer aux supplétifs des États-Unis qui sont au pouvoir en Irak, car on les a mis là pour élaborer une démocratie, pour assurer les droits de l'homme. C'est pour ça qu'ils sont allés là-bas. Ils peuvent, les Américains, leurs alliés britanniques, exiger de leurs supplétifs de enfin instaurer une république qui préserve le droit de citoyenneté. Sans le droit de citoyenneté, l'Irak restera un trou noir et qui brûlera les pays d'à côté. Ardavan, Amir Aslani et Myriam Benrad, juste la même question, parce que ça m'intéresse d'avoir le chercheur, l'avocat, l'essayiste, sur la double question historique, parce que c'est vrai que revient 10 ans après la question d'une nouvelle guerre en Irak, et puis cette idée de l'après. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, qui vous intéressez à ces questions ? Utile, pas utile, vous le regrettez, vous dites ce soir tout ça pour ça? Je crois humblement qu'il ne faut pas aujourd'hui, face à l'irruption de ce que l'on constate aujourd'hui en Irak, de l'islamo-fascisme, d'une certaine version particulière de l'islam, celle fondée sur le takfir, une notion que les Français ne connaissent pas, mais qui est la version la plus radicale de l'islam, celle du wahhabisme extrême, ne doit pas aujourd'hui nous faire oublier le passé. Saddam ne doit pas passer pour un ange. Oui, je vous rappelle à titre d'information que Saddam Hussein personnifiait le régime le plus brutal qui soit. Il a mené une guerre d'attrition à l'encontre de l'Iran. Il y a eu 500 000 morts de deux côtés. Après 91, lorsque le Bush père s'est retiré de la frontière irakienne pour ne pas aller jusqu'à Bagdad notamment, ce qui s'est passé, c'est qu'il a massacré la population chiite dans le sud. Il a gazé son propre peuple. Rappelons l'affaire Al-Abja. Donc on n'avait pas affaire à un saint. Cela dit, aujourd'hui, nous n'avons pas forcément mieux. L'Irak est un pays, hélas, des confitures, mais rappelons ce qu'a dit le président américain il y a 2 jours, l'Amérique est attachée à assurer l'intégrité territoriale de l'Irak. Alors, ces groupes sont avancés, il a été rappelé, avec une extrême violence, c'est leur stratégie d'ailleurs, arriver, tuer tout ce qui bouge, on a vu sur votre écran des passants humbles qui marchaient dans la rue être abattus, si vous voulez, comme des chiens par ces fascistes, pour faire peur. Ils règnent par la terreur. Et par l'image d'ailleurs. Hein. Oui, ils le mettent sur YouTube, ils tweetent, etc. Mais la réalité, c'est que ils sont cantonnés là où ils sont. Faut pas, si vous voulez, à mon sens, donner l'image que l'Irak est tombé, qu'ils sont à Bagdad. L'Irak n'est pas la Syrie. Non, ils sont à 100 km, ils ne feront pas une avancée. La ville de Samarra, qui est au nord, n'a pas été prise. Ils ont été reculés. Tal Afrar, sur la frontière syrienne, la moitié a été reprise par les autorités irakiennes. Nous ne sommes pas face à une déferlante, si vous voulez, sur tout le pays. Déjà, en Syrie, pardonnez-moi, la Syrie où la population, si j'ose dire, chiite ne représente que 10% du pays, ils n'ont pas réussi à prendre Damas. Alors comment voulez-vous qu'ils puissent prendre, dans un pays de 35 millions d'habitants, Bagdad avec ses 7 millions d'habitants et ses 60% de chiites et plus? Sans oublier, effectivement, mais je pense
qu'on aura l'occasion d'y revenir, le cas iranien, pour qui les lieux saints de l'Irak, en particulier Najaf, Karbala et Samara, sont sacrés, et il n'en est pas question, si vous voulez, du côté iranien, qu'il laisse cette éruption volcanique fasciste intervenir, ni même d'ailleurs pour les chiites irakiens. Mais les lieux saints, cher monsieur, et les lieux saints, ils sont préservés depuis le XIVe siècle en Irak. Non, là, on n'avait pas besoin des Iraniens pour venir protéger Najaf. Le monde a changé aujourd'hui. Ceux qui sont aujourd'hui en train d'attaquer disent quoi? Ils disent on va arriver et détruire Najaf et Karbala. Ils l'ont dit. Le Baghdadi en question, qui à mon sens est un fou furieux, un psychopathe, l'a dit. Il a dit on va vous servir la tête de Maliki. Ils sont payés par nombre de chiites tués. Le monde change, c'est vrai. Mais l'islam, si vous voulez, il y a 14 siècles, était beaucoup plus tolérant. L'islam d'il y a un siècle était beaucoup plus tolérant. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est une nouvelle forme de l'islam. Le temps avance. Myriam Benrad, juste un petit mot, parce que, et plusieurs d'ailleurs si vous le souhaitez, mais dans l'article du Monde, l'Irak est-il mort, vous faites une description assez précise au-delà de la personnalité sanguinaire que vous décrivez de ces djihadistes, de leur volonté, de leur stratégie. Qu'est-ce qu'ils souhaitent? Parce qu'on a entendu Al-Qaïda qui avait une vision de djihadiste très combattant, très opérationnel, mais qui n'avait pas de, dites-vous en tout cas, de vue politique. Là, il y a une volonté de créer un véritable territoire. C'est possible de créer ces fameux États islamiques en Irak et au Levant. Est-ce que c'est possible et est-ce que c'est leur volonté de créer un vrai espace politique confessionnel? Alors, je vais vous répondre. J'aimerais juste revenir sur certains éléments du débat précédent. Je pense qu'il y a un problème, qu'on fait une erreur lorsqu'on veut essayer de juger, d'avoir une vision manichéenne sur ce qui était mieux ou pas. Le régime de Saddam Hussein était effroyable et a largement participé de la radicalisation d'une partie de la population, notamment de la jeunesse sunnite urbaine, qui, on le sait aujourd'hui pendant l'embargo, s'est radicalisée, salafisée, en opposition à la dictature de Saddam Hussein. On les retrouve aujourd'hui ? On les retrouve depuis 2003. Et l'occupation qui, il faut le rappeler, dans les plans américains, n'était pas supposée durer une décennie. L'idée, c'était de se retirer le plus rapidement possible du pays. Or, les choses ont dégénéré du fait de cette insurrection qui, dès les premières semaines ayant suivi l'installation des Américains à Bagdad, a pris corps autour d'une galaxie d'acteurs, les bassistes qui ont été mis à la rue sans solde, les officiers, puisqu'on a démantelé l'armée, c'était la décision de l'administrateur civil américain Paul Bremer, qui est une erreur fondatrice des États-Unis, une erreur catastrophique. On ne veut pas tendre la main aux bassistes. On a créé un chaos. Et ils changent de camp. Enfin, en tout cas, ils viennent soutenir les djihadistes. On avait une frange islamo-nationaliste qui luttait contre la présence américaine sans forcément vouloir décimer les chiites, les chrétiens, les minorités, et qui s'est elle-même radicalisée, salafisée, d'où la montée en puissance d'Al-Qaïda, de cette branche irakienne d'Al-Qaïda, en 2004 adoubée par Ben Laden et commandée par le djihadiste jordanien qui était une figure, Abu Musab al-Zarqawi, qui avait fait ses armes en Afghanistan, qui est derrière un certain nombre d'opérations anti-occidentales dans les années 90, et qui, avant sa mort dans un raid américain en 2006, près de Bakuba, a décidé d'adjoindre au djihad, à la lutte armée, un projet politique. C'est ça. Donc là, il a mis en avant, laissez-moi finir s'il vous plaît, il a mis en avant une génération d'Irakiens, de combattants. Il a irakifié Al-Qaïda pour que ces Irakiens, justement, prennent le pouvoir et proposent une alternative aux sunnites. Pourquoi les sunnites? Parce que ces sunnites ont été mis en marge de la transition en 2003, puisque dans la pensée américaine, qui est très schématique, ils étaient associés dans leur ensemble au régime bassiste, ce qui posait un certain nombre de problèmes, puisque d'ailleurs les sunnites ont eu l'impression de payer le prix, enfin d'être finalement punis pour l'ensemble des crimes d'un régime. Ils se vengent. Alors qu'il y avait une partie aussi d'opposants sunnites à ce régime. Bien sûr. Donc il y a eu une communautarisation de l'Irak, cette insurrection, et les combattants qu'on voit aujourd'hui, c'est ça, c'est les salafistes qui se sont radicalisés, qui ont maintenant 10 ans de combat derrière eux contre la première armée du monde, les anciens bassistes, un certain nombre, comme je l'ai dit, d'islamo-nationalistes. Un aggloméré, et des mercenaires, des mercenaires internationaux. Vous avez raison, et tout cela est à replacer aussi dans la géostratégie qui va jusqu'en Afghanistan, parce qu'il y a eu la guerre d'Afghanistan, etc. Et maintenant, effectivement, vous avez aussi à ajouter aujourd'hui les fautes de Maliki, qui a ostracisé
le Premier ministre qui est très irakien, contesté, hein. Enfin, je le précise pour ceux qui nous regardent. Il y a même des pressions aux dernières nouvelles, il y a même des pressions pour qu'il démissionne et qu'il soit remplacé peut-être par son directeur de cabinet, enfin peu importe, qu'il y ait une sorte de révolution de palais pour calmer le jeu. Mais c'est un cocktail détonnant. À partir du moment, on est dans une région du monde où l'histoire, c'est à vous que je veux dire ça, il y a 3-4 000 ans de civilisation, et c'est pas quelques cow-boys qui vont régler ces genres de problèmes. Il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Donc, même si c'est inquiétant, Jacques Miard, la situation géographique, la façon de créer un État. Bien sûr qu'elle est inquiétante, bien sûr, mais à mon sens, celles et ceux ou les puissances, c'était des puissances qui peuvent régler ça, c'est davantage, je pense, premièrement, les Irakiens eux-mêmes, qui peuvent peut-être à un moment en avoir assez de la guerre civile, la Turquie qui peut aussi stabiliser la chose. Ambiguë la Turquie, hein. Elle est beau être ambiguë, elle est ambiguë en Syrie, on est d'accord. Mais et l'Iran pour calmer le jeu. Mais une intervention occidentale dans cette poudrière, à mon sens, n'ajouterait qu'un rejet encore plus total de ce qui s'est passé ces dernières années. Donc, premièrement, des frappes aériennes, je le redis, ne servent à rien. Parce que c'est pas... Ça serait symbolique, Jacques Miard. Ça serait l'idée que, potentiellement... Symbolique de l'escalade. Symbolique, je dirais, du fait que moi, Washington, je suis le gendarme du monde. Ce qui est rejeté... Certains, ils veulent le retour du Vietnam, Jacques Miard. L'idée que les conseillers militaires... Non, c'est le Vietnam. Non, justement. Les Américains ont donné pour ça. Et à mon avis, ils veulent certainement pas recommencer. Ce qui est certain, c'est que quelles sont les formes en présence? Parce qu'il ne faut pas non plus exagérer, je suis d'accord avec Amir Aslamani. Et on verra la carte. C'est qu'aujourd'hui, on parle, cette espèce de guerre de raid qui vient de se dérouler, c'est 5000 hommes. C'est 5000 hommes. Donc, c'est quand même pas, je dirais, les grandes rapides. Rapides, d'accord. Mais en face aussi, vous avez des gens, notamment les Kurdes, ils se sont arrêtés face aux Kurdes. Les soldats irakiens ont un peu démissionné. Certains sont finis, n'ont pas combattu. Ils se sont arrêtés. Les Kurdes ont pris les armes. C'est les Kurdes qui se sont battus. Les Kurdes les ont arrêtés. Vous me permettez de donner la parole à Soubi Thomas parce qu'il ne voulait pas vous couper la parole. Par ça, je veux dire, la situation a surpris. Ils y sont allés véritablement très fortement. Mais si on a une solution politique où effectivement Maliki est débarqué et ensuite... Vous pensez que les djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant vont poser les armes? Non, je ne veux pas déposer les armes. Mais ils n'ont pas encore pris Bagdad, je suis d'accord avec vous. Et ils ne sont pas une force militaire suffisante, insurmontable pour ce qu'il y a en face. Vous vouliez intervenir? Oui, dites-nous. Je l'ai dit au départ que la solution est simple. Que le Conseil de sécurité, et notamment les 12 principaux acteurs de la guerre, la Grande-Bretagne, les États-Unis, ils peuvent demander, en concertation avec l'Iran ou avec d'autres pays de la région, que Maliki se retire. Afin de créer les conditions, recréer la volonté de l'unité d'un peuple. Il faut qu'il y ait un pouvoir... Vous pensez que c'est pas trop tard? Excusez-moi, quand on voit ces images d'une violence incroyable, des hommes armés qui veulent créer un État, une géographie, est-ce que vous pensez que le dialogue est possible? Oui, monsieur. Avec eux, oui, monsieur. Avec les sunnis modérés. Vous permettez de vous dire ce qui s'est passé. Lorsqu'il y a eu l'intervention et l'occupation, on a prêché en Irak, chez les Irakiens, qu'il y avait en Irak des peuples les trois peuples kurdes et chiites et sunnites. Il s'avère qu'il y avait le peuple kurde, il avait du pétrole, les chiites, ils ont du pétrole. On a choyé les kurdes et les chiites et on a laissé choir les sunnites. On n'a pas parlé du pétrole encore. Ils se sont réduits à l'État minoritaire. Comme on a négligé tous les États minoritaires en Irak, car ils n'avaient pas de puits de pétrole, on les a massacrés, personne ne s'est protesté. Ça a cassé la volonté unitaire d'un peuple, d'une nation. Et on peut reconstituer cette volonté unitaire avec un gouvernement qui se soucie de l'ensemble de ses citoyens. Une des solutions, c'est ce Premier ministre contesté, dont Barack Obama dit d'ailleurs, même lui est très embarrassé lorsqu'il parle de ce Premier ministre, il ne le cite pas, mais il est très critique. Écoutez ce qu'a dit Laurent Fabius hier dans l'hémicycle, j'aimerais que vous rebondissiez sur ce qu'a dit Laurent Fabius hier. Ces propos sont un peu inquiétants. Je vois Jacques Miard qui fait une petite moue. Vous allez pouvoir commenter ce qu'a dit le ministre des Affaires étrangères français. Écoutez. Il n'y a aucune demi-mesure possible. Ce qui est en cause, c'est non seulement l'unité de l'Irak, mais l'ensemble du Moyen-Orient, Syrie, Irak et les pays voisins, et donc la sécurité de l'Europe et même la sécurité du monde. Et donc, il n'est pas question que puisse se constituer là-bas un djihadistan terroriste.
Myriam Benrad, c'est quand même pas rien, un ministre français, il ne faut pas créer un djihadistan. Il exagère, il force le trait, ou il y a ce risque. Je voulais qu'on voit la carte quand même, parce qu'il y a une petite carte. Oui, alors, il y a on va la voir risque. pendant que vous parlez. Il y a oui, quand même bien sûr, il y a ce risque. Et là, d'État, malgré ce que dit Jacques Miard, pas très nombreux finalement. Quand même. Attendez, j'aimerais apporter quelques éléments. Et on voit la carte là, parce ils sont dans la négation du nationalisme. D'accord. Alors, s'il reste effectivement un appel à la nation du côté de la population, c'est vrai. Il est réapparu à plusieurs reprises, mais ces combattants sont dans la négation de la nation, puisque la nation, c'est une importation de l'Occident, c'est la création des mandats coloniaux post-Première Guerre mondiale, c'est donc une création mécréante dont il faut se débarrasser. Faux ou vrai? C'est la manière dont il le voit. C'est la manière dont il le voit et dont il le décrit. Faux. On a répété ça depuis 10 ans, que l'Irak, c'est une création coloniale. C'est nier l'histoire. C'est leur description. L'Irak, il a été toujours, depuis 5000 ans, un État unifié. C'est l'occupation américaine qui a fait un pays éclaté et divisé en communautés. Scientifiquement, vous n'avez pas le droit de répéter. Ce n'est pas mes propos, monsieur. Je vous dis la manière. Allez au bout. Elle est suffisamment solide pour répondre. Elle n'a pas besoin d'un avocat. Non, vous discutez pas, puisque c'est Myriam Benrad. Est-ce que je peux m'exprimer? Je ne suis pas en train de donner mon avis sur la question. Je suis en train de vous donner la description, l'idéologie qui est celle des djihadistes, qui nie la nation irakienne. Puisqu'ils le disent, c'est une création impie, il faut s'en débarrasser et revenir au califat sunnite. Ce n'est pas mon opinion, c'est leur communiqué, leur propagande, et à la charia. Bon. Alors, et quand même, il y a des Irakiens, un cœur d'Irakiens parmi ces gens, donc il faut quand même se poser des questions. Alors, deuxième chose, pour répondre à votre question concernant les propos de Laurent Fabius, moi, je pense qu'il n'y a pas eu de juste mesure, en tout cas du côté américain, entre l'interventionnisme dont je parlais, qui a été catastrophique puisqu'il n'y avait pas de préparation de l'après-guerre, mais comme je disais, ce n'était pas dans les plans américains. Et aujourd'hui, il y a quand même un laisser-faire, une absence de politique. Alors oui, le désengagement, oui, le pivot vers l'Asie, mais qu'est-ce qu'on fait au moment où, du Sahel jusqu'à l'Afghanistan, on a une activité djihadiste qui est en train de s'imposer? On ne parle pas de la Libye, mais il faut quand même le mentionner, le Sahel, l'Afghanistan. Donc ils gagnent du terrain doucement. Et d'ailleurs, les critiques de l'administration Obama aux États-Unis sont en train d'être exaspérées par cela. Il n'y a plus de politique américaine au Moyen-Orient. Alors quelle doit-elle être? Je ne sais pas. Qui prend en charge cette politique? Mais il va falloir répondre. Juste cette petite phrase. Monsieur Obama nous a dit un nombre incalculable de fois qu'il mettait fin aux guerres en Irak et en Afghanistan, comme s'il suffisait d'espérer. Sa rhétorique s'est désormais fracassée à la réalité, nous dit le Washington Post, qui est un journal qui critique Obama. Je crois que c'est important, si vous voulez, pour les téléspectateurs de comprendre une réalité. Le mouvement dont on parle, en anglais, s'appelle donc l'État islamique en Syrie, et dans le Sham, Al-Sham. Sham signifie en fait quoi? Ça signifie la Syrie, ça signifie l'Irak, ça signifie la Jordanie, ça signifie la Palestine, ça signifie même Israël. Donc effectivement, et c'est incontestable je pense, et la plupart des observateurs sont d'accord, il n'y a pas d'élément nationaliste ces gens-là. Ces gens-là vivent dans la négation même de la notion de nation, et ils veulent l'abolition des frontières et la création du grand califat. Vous me permettez, le dialogue est impossible. Oui, mais j'aimerais juste aller jusqu'au bout, permettez-moi. Un grand califat transnational où cette version particulièrement agressive d'une certaine forme de l'islam sunnite, parce que je pense qu'il faut dire, c'est pas sunnite contre chiite, c'est un groupuscule qui est devenu davantage une secte qu'un mouvement insurrectionnel, personnifie et qui est insupportable. Alors, à propos de juste une dernière phrase, à propos de Laurent Fabius, je crois que la France, aujourd'hui qui s'inquiète de la création d'un djihadiste, pour le moins. Aujourd'hui, si vous voulez, doit s'interroger. Est-ce que c'est opportun, si vous voulez, dans la foulée des 3 années de guerre que la Syrie connaît, qu'elle prenne position aujourd'hui aussi ouvertement face à ces gens-là? Parce que la coalition nationale syrienne, qui hélas ne représente qu'elle-même, et les forces de l'armée syrienne, qui initialement dans les premières heures étaient effectivement laïques, étaient effectivement pour le changement, si j'ose dire, ont été marginalisés. Et on était face à des groupes terroristes, inscrits comme terroristes par tout le monde, qui mènent la guerre aujourd'hui contre... Financés par les pays arabes du Golfe Persique, c'est incontestable. Excusez-moi, juste une question. Est-ce que le dialogue, on entend quand même deux positions,
est-ce que le dialogue, Jacques Miard, puisqu'on a deux positions assez antagonistes, est-ce que vous y croyez à ce dialogue? On supprime le Premier ministre. Non, mais attendez. Entre une frange sunnite modérée pour reconstruire l'Irak. Moi, j'ai l'impression, quand on voit la carte, qu'on en est loin. Non, mais attendez, je suis d'accord avec Amir Salati pour dire qu'il n'y a pas, il ne faut pas confondre ces djihadistes qui existent et qui, effectivement, vont de l'Afghanistan jusqu'en Algérie, en Mauritanie et malheureusement jusque dans nos banlieues, parce que ça va, malheureusement, nous en avons maintenant un certain nombre de preuves. Et qui partent d'ailleurs. Et qui partent et qui reviennent avec des dessins tout à fait désastreux pour nous. Ça, c'est une réalité. Et ces gens-là ne sont pas calés, effectivement, sur la notion de nation. Je suis d'accord. Et démocratie, même si... donc, d'accord. Non, mais attendez, ne parlez pas de démocratie. D'accord, non, mais c'est juste pour ceux qui nous regardent, voilà. Il ne faut pas exagérer. Ce sont des violences, ce sont des gens qui utilisent la religion pour, effectivement, imposer le califat. Maintenant, ces gens-là, je suis désolé, dans les 5000 hommes dont j'ai parlé tout à l'heure, il y a des tribus, il y a des anciens bassistes, et tout ça, des mercenaires, et ça peut se retourner du jour au lendemain, parce qu'il y a des gens qui ont été maltraités par Maliki, parce qu'ils n'ont même pas été payés. C'est aussi simple que ça. Il y a une économie de guerre aussi, qui leur donne des ressources très importantes. Alors maintenant, pour revenir à la phrase de Laurent Fabius, qui a volontairement poussé le trait. Vous trouvez? Faut pas exagérer, parce que avant d'installer véritablement, comme il a dit, un djihadistan parce vous avez tronqué sa phrase, il a dit avec des moyens ensuite qui seraient le pétrole. On n'en est pas tout à fait là. C'est de la guerre. Hein, non, mais bien sûr. Ils ont pris. Non, mais attendez. Le problème, ils ont pris à Mossoul. C'est vrai qu'ils ont pris à Mossoul les devises dans la banque qui est la banque centrale qui était là-bas. Mais il n'en demeure pas moins, avant d'arriver à ce djihadist land et la possibilité de déstabiliser toute la zone, je crois qu'il va y avoir un certain nombre de forces qui vont les combattre. Et donc, il a volontairement insisté. Parce qu'effectivement, il y a un danger, comme je vous l'ai dit, à travers les djihadistes, mais ce sont des individus, c'est 100, 200 personnes, voire davantage, mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas encore installé ce genre et que je peux peut-être dire que M. Fabius a poussé le trait, compte tenu du fait que pour les Français, il faut leur dire, bon, vous vous embêtez actuellement à faire la grève à la SNCF, mais regardez l'état du monde, n'oubliez pas que... vous trouvez que, bien sûr, noircissant le monde, qu'est-ce qu'on est heureux en France? Il ne faut quand même pas exagérer. Mais M. Fabius est d'abord un homme politique avisé, subtil. Donc on nous ferait tourner la tête vers... mais elle existe, il faut tourner la tête. Je suis de ceux qui pensent que nous avons un défi qui va durer des dizaines d'années. Ça ne va pas s'arrêter dans 15 jours, pas plus au Mali qu'en Centrafrique, que dans nos banlieues. Donc il y a véritablement un danger extrêmement, je dirais, fort, mais de là à avoir un État qui bascule, comme a été le cas des talibans, et, notamment en Afghanistan, je pense qu'il y a encore une marge. Abdelkérim, parce qu'il y a des sentinelles citoyennes, je vous l'indique, qui sont des citoyens connectés. Il y a Abdelkérim qui vient souvent nous voir, il est devant sa webcam. Posez votre question à Abdelkérim, et puis on entendra Myriam Benrad qui veut intervenir sur la question du pétrole, parce que c'est l'enjeu. On a vu que les premiers enjeux, c'était d'aller chercher les raffineries et les puits de pétrole, donc c'est pas rien. Abdelkérim, je vous salue, je suis ravi de vous voir. Oui, bonjour. La question que je me pose, c'est que vraiment, si on ne joue pas tous à l'hypocrisie, parce qu'on sait qui sont les djihadistes, on sait qui les soutiennent, et on a l'impression que tout le monde est surpris par l'ampleur des choses. On sait très bien que qui soutient les pays qui soutiennent le Qatar, l'Arabie Saoudite en Syrie, ils soutiennent ces djihadistes, non pas parce qu'ils veulent se débarrasser des dictateurs, parce qu'ils sont juste des sunnites. Et aujourd'hui, on voit l'Iran réagir parce que le pouvoir d'Irak, c'est sunnite. Donc l'Iran va réagir parce que c'est des sunnites. Donc finalement, est-ce qu'on n'est pas en train de transformer cette guerre en guerre civile entre sunnites et chiites? Répondez Myriam Benrad, parce qu'en plus j'ai vu que Abdelkérim était connecté sur BFM pendant qu'il regardait LCP, donc c'est pas rien de faire ça. Non, moi je ne suis pas tout à fait d'accord avec la description qui a été donnée. Je crois qu'on a sous-estimé ce groupe et la surprise est à la hauteur de la manière dont ce groupe a été sous-estimé. En 48 heures, ils ont pris sous leur contrôle plusieurs provinces du pays. La deuxième ville du pays. Concernant le pétrole, ce n'est pas une grande première. Ils ont la main sur la contrebande pétrolière depuis 2006. Et c'est d'ailleurs pourquoi à l'époque... La contrebande, ça marche comment ? Enfin, comment ils font? Laissez-moi dire, en 2006, pourquoi les Américains s'allient aux tribus? Pourquoi les tribus vont voir les généraux américains sur le terrain en disant on veut travailler avec vous après les avoir rejetés, après les avoir combattus? Parce qu'à l'époque, Al-Qaïda, donc les futurs États membres de l'État islamique, ont mis la main sur la contrebande pétrolière, sur l'autoroute qui relie
Amman à Bagdad, qui est l'autoroute en fait connue pour être le lieu de la contrebande. Alors ça passe par un certain nombre de complicités, la contrebande, tout simplement. Ils ont à leur main cette contrebande, ils font des millions de dollars autour de l'exploitation de cette contrebande du pétrole, donc dans la ville de Mossoul. Donc avant l'offensive, ils étaient déjà présents. Ils ont saisi la raffinerie de Baïji, je crois que c'était hier. Non, ils ne l'ont pas saisi. Ils l'ont pas saisi. Il y a des affrontements. Oui, mais ils l'ont pas saisi. Et ils l'ont repéré. Non, il n'a aucun moyen. Ils ont un certain nombre de puits de pétrole déjà sous leur contrôle en Syrie également. Donc tout ça, c'est le groupe djihadiste le plus riche au monde. C'est des millions de dollars. C'est des millions de dollars. Laissez-moi finir juste sur une chose. Concernant les complicités. Non, mais j'aimerais apporter mes éléments. Concernant les pays, les sponsors. Cet État islamique est aujourd'hui autosuffisant financièrement. Donc sans Qatar, sans Arabie Saoudite, puisque Abdelkerim dit on est un peu hypocrite. Autosuffisants, capables d'orchestrer leurs propres opérations, ils rémunèrent leurs combattants et c'est ce qui explique le succès du groupe. Et ceux qui se vont rémunérer quittent. C'est important, si vous voulez, de clarifier. Allez-y, Amir Aslani, exprimez-vous Je pense que Thomas. L'adjectif ou le mot employé par le député Millard est juste. C'est des cow-boys. D'ailleurs, ce qu'ils ont fait à Mossoul, c'est quoi? C'est qu'ils ont fait hold-up sur les banques irakiennes. Ils sont partis avec 440 millions de dollars de cash. Ils n'ont pas de puits de pétrole qu'ils exploitent. Ils ont en fait effectivement accès aujourd'hui à quelques trafics en Syrie à travers l'autorisation que le régime d'Assad donne à certains groupes au détriment d'autres pour les faire jouer les uns contre les autres. C'est très complexe. Mais ils ne contrôlent aucun puits pétrolier, ils ne contrôlent aucune raffinerie. Non, c'est les djihadistes ne peuvent pas exploiter, pardonnez-moi, un tout petit peu, je connais cette question-là, ils ne peuvent pas exploiter, techniquement, c'est des sociétés, je vais des compagnies. C'est pas possible. Par contre, qu'il y ait un peu de trafic sur là-bas. Mais il ne faut pas oublier la réalité. La réalité, c'est quoi? Et je crois qu'aujourd'hui, le monde occidental doit faire un reset complet au niveau de la manière avec laquelle elle regarde ce conflit de civilisation, puisque c'est de cela dont il s'agit également. Le même Baghdadi a dit on va confronter Washington en direct personnellement. C'est que le monde occidental, contrairement à ce qu'on nous raconte en permanence, en pointant les uns et les autres du doigt, est aujourd'hui en conflit avec, encore une fois, j'insiste parce que c'est important de le comprendre, une version particulière de l'islam qui est la version sunnite salafiste. Ce sont des sunnites qui se sont écrasés sur les Twins à New York. Ce sont les Twins qui ont fait exploser, ce sont les sunnites qui ont fait exploser l'ambassade de France à Tripoli, qui ont incendié l'ambassade d'Israël à Caire, qui ont assassiné l'ambassadeur américain à Benghazi, qui sont aujourd'hui, si vous voulez, en conflit avec l'armée française au Mali, en conflit avec l'armée française en Centrafrique, qui sont aujourd'hui source de troubles aujourd'hui en Égypte et ailleurs. Cette version-là, si vous voulez, est un problème. Et surtout qu'ils sont peut-être 5000, voire 6000. Ils ne représentent pas de grands dangers. Et effectivement, donc, ils ont agi pas avec la un peu de cet surprise. Voilà, mais ils n'iront pas loin. Mais le problème, de fond, pour nous, c'est quoi? 35 à 55 000 de ces gens-là, entre l'Irak, la Syrie, la Jordanie, a aussi son propre problème djihadiste, existe à travers la région. Et c'est devenu une internationale salafiste, mobile, qui va de la Syrie en Irak, en Sinaï, en Mali, ailleurs, et qui va représenter un danger pour l'Occident. On dit de la dissuasion... allez-y, parce que sinon, allez-y, une petite phrase, on dit de la dissuasion que c'est la dissuasion du faible au fort. Et ici, vous êtes en présence, effectivement, de terroristes extrêmement bien organisés, qui sont effectivement peut-être 4-5 000, et qui sont un peu partout par le franchisage et par, je dirais, l'osmose de l'idéologie qu'ils véhiculent à travers Internet, et effectivement qui peut créer véritablement des attentats partout, qui peut frapper un peu partout, qui peut frapper en France comme il peut frapper à Londres, comme on l'a vu, ou contre les tours. Ça, c'est le diagnostic. On fait quoi? Eh bien, on se bat. C'est une question. Mais bien sûr. On fait quoi? Attendez. On fait quoi? On fait. C'est pas on fait quoi? On fait. On fait du renseignement. On fait des forces spéciales. On essaie effectivement de trouver des solutions politiques dans un pays qui a été maltraité par l'occupation américaine. Ça a continué avec Maliki. Il n'y a qu'une solution politique. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on est dans un mouvement qui va durer des années. Vous savez, l'histoire de l'islam, c'est une suite de sinusoïdes où ça monte sur le plan idéologique, ensuite ça se calme parce que les musulmans eux-mêmes en ont assez de ces gens extrémistes qui ne représentent pas la majorité des musulmans et qui seront rejetés. Donc ça va durer des années, mais il faut savoir que l'histoire est toujours tragique et qu'on va avoir face à eux pendant des années. Les images qu'on a vues, elle est tragique. Juste un petit mot sur cet État. On a vu la carte, je ne sais pas si on peut la revoir, mais la zone territoriale qu'il contrôle est importante. Elle est à cheval sur la Syrie, on le voit, elle est à la zone syrienne, tout près de Bagdad, puisqu'effectivement elle est à une centaine de kilomètres de Bagdad, et au nord, qui vient frôler la Turquie, on a le sentiment comme ça que est-ce que vous avez le sentiment, vous, au-delà du dialogue, que cet État va exister? Je veux tout simplement qu'on regarde
avec un petit peu de recul. Bien sûr, ce sont des terroristes. Tout ce que monsieur a listé, ce sont les terroristes qui ont fait sauter ceci. Ce n'étaient pas les sunnites. Non, parce que c'est une certaine frange particulière de l'islam sunnite, takfiri, c'était les terroristes. Oui, les terroristes. Vous ne voulez pas qu'on les appelle sunnites? Pour vous, c'est des terroristes? Non, parce que nous allons avoir une vision fausse de l'histoire, manichéenne. Comment il y a 1 milliard de musulmans, il y a 10% de chiites, les 90% des musulmans, ils ne sont pas terroristes. Non, comment voulez-vous qu'on cherche des solutions? Alors, les mêmes terroristes, ils étaient en Irak en 2007. Ils étaient liés à Al-Qaïda. Le fait que le gouvernement, les Américains, les autorités américaines en Irak, avec le gouvernement de l'époque, ils ont fait une alliance avec la population sunnite et c'est les sunnites qui ont mis les terroristes dehors. C'est les mêmes populations irakiennes qui sont capables de les mettre dehors. Mais je ne pense pas qu'une guerre de l'extérieur, il faut chercher une solution politique avec le peuple. C'est là qu'il y a... Alors écoutez, regardez, vous n'allez pas être dépaysé, Soubi Thomas, sur la communauté chrétienne, justement, réfugiée ici en France, des chrétiens d'Irak qui continuent à pratiquer leur culte. Ahmed Tazir les a rencontrés, c'est aussi l'occasion de leur faire parler de l'histoire, du présent, mais aussi du futur, en parlant des Américains, dont on a beaucoup parlé dans ce débat. Regardez ce sujet d'Ahmed Tazir. Notre-Dame de Chaldée à Paris, une église qui appartient à l'église catholique chaldéenne. Conformément à sa liturgie, le rite s'y accomplit en araméen. Elle accueille une communauté composée essentiellement de réfugiés irakiens. Chant d'espoir qui résonne encore plus ces jours-ci. La communauté irakienne de Paris, notamment chrétienne, est inquiète, surtout pour les minorités religieuses et les proches laissés au pays. Ils disent sauvez-nous, sauvez-nous, est-ce que vous pouvez nous sortir du pays? C'est des terroristes qui veulent imposer la charia à la population irakienne. Nous sommes au XXIe siècle. Les Irakiens veulent vivre en liberté, surtout nous les chrétiens, nous voulons pratiquer notre religion librement, sans être dirigés par des arriérés de Al-Qaïda. Ici, on est très critique envers les Américains. Leur intervention militaire censée apporter liberté et paix, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Jusqu'à aujourd'hui, l'électricité elle n'est pas instaurée en Irak. Et l'eau potable, pourtant on a le Tigre et le Frat et plusieurs petites rivières, et on a toujours l'eau potable qui manque. Et les Américains aussi, ils sont une grosse part de responsabilité. Ils ont cassé le pays, cassé l'armée, ils ont ramené des gens qui ne sont pas compétents, pas partisans, ils ont instauré avec leur bénédiction le communautarisme. Au milieu des chants liturgiques, désespoir et incompréhension chez ces fidèles Irakiens, qui en viennent même à regretter l'ancien dictateur, Saddam Hussein. On a besoin d'un pouvoir fort qui nous dirige. À l'époque de Saddam Hussein, c'est vrai, on n'avait pas de problème. Je n'avais pas de problème pour aller à l'église le dimanche. On était en sécurité. Sécurité, oui, c'est vrai. Pourquoi? Éternelle question pour les Arabes. Pourquoi on ne connaît pas la démocratie? Pourquoi on ne connaît pas la liberté dans nos pays? Face à la violence du camp adverse, toutes les communautés chaldéennes en Irak et dans le monde ont prié pour la restauration de la sécurité et de la stabilité en Irak. Ils en sont convaincus, le jeûne et la prière sont capables de changer le cœur des gens et de les encourager vers le dialogue et le respect de l'autre. Alors, Soubi Thomas, juste un petit mot, parce qu'on voit quand même cette communauté chrétienne ici, à Paris, avec ce sujet d'Ahmed Tazir, extrêmement critique à l'égard des Américains. Je ne vais pas reposer la question du début de l'émission, mais il y a cette espèce comme ça d'idée que finalement tout ça n'a servi à pas grand-chose. On voit un pays aujourd'hui démantelé, décomposé, en grande difficulté. Écoutez, les chrétiens irakiens, la chrétienté a pénétré l'Irak au 1er siècle de la chrétienté. C'est la plus ancienne communauté chrétienne du monde. Elle a su vivre
durant des milliers d'années. C'est les descendants de l'ancienne civilisation babylonienne, sumérienne. C'est le peuple autochtone de l'Irak. Il a cohabité avec toutes les civilisations qui sont passées par la Mésopotamie. 14 siècles sous l'autorité du gouvernement islamiste. Et ils ont su résister. En 10 ans, l'occupation américaine a mis l'existence de cette communauté en péril. 70% des chrétiens d'Irak, ils ont quitté le pays. Comment vous l'expliquez? Depuis l'occupation. Les Américains, 10 ans d'occupation, j'ai une explication. Ce que je disais tout à l'heure. Les Américains et les coalitions, lorsqu'ils sont rentrés en Irak, ils se sont intéressés aux zones pétrolifères. Ils ont choisi les Kurdes et les chiites, ils ont négligé les sunnites, mais ils ont méprisé les communautés. Ils ont méprisé. Les chrétiens se faisaient massacrer sous les yeux de l'autorité américaine, devant l'armée américaine. Personne n'a exigé de l'autorité irakienne de respecter ces communautés. Ce n'est pas seulement les chrétiens. Il y a 3 ou 4 autres communautés qui sont les plus anciennes du monde. Ils sont en voie de disparition. Les Sabiens, les Yazidis, toutes ces communautés, ils sont en train de se faire massacrer. Et parce que l'autorité qui est rentrée, elle était intéressée par le ministère de pétrole, par les puits de pétrole. Oui, tout ça c'est Amir Aslani, l'émission se termine. Tout ça c'est parfaitement vrai. Tout ça c'est parfaitement vrai, mais juste une chose. Il y avait autre chose aussi qui traduit la mentalité de ces gens-là qui ont pris les chrétiens pour cible. C'est que dans leur esprit, si vous voulez, les Américains, c'est les chrétiens, c'est les croisés. Donc les chrétiens sur place, ils s'identifient aux envahisseurs. C'est ça ce qui fait qu'aujourd'hui on l'a pris malheureusement cette communauté-là qui était décimée. Je souscris à tout ce qui vient de dire par monsieur. Un mot sur l'Iran peut-être, juste un dernier mot très court. Ils ont les clés, puisqu'on parle ils ne sont pas les seuls à avoir les clés, et je pense que les Iraniens vont y aller avec beaucoup d'attention. Parce qu'il ne faut pas, si vous voulez, que la majorité chiite en Irak soit identifiée à l'Iran. Il ne faut pas que cette majorité-là soit considérée comme étant une 5e colonne iranienne dans les pays arabes. Il y a des conseillers militaires, politiques, il y a toujours eu, si vous voulez, des conseillers iraniens sur place, mais il n'y a pas de troupes iraniennes. Il y a des militaires iraniens conseillés, d'ailleurs, pas plus tard qu'il y a 5 jours, le général Qassem Soleimani, qui est le chef, si j'ose dire, un peu de cette présence internationale de l'Iran, militaire chiite, au Liban, en Syrie, ailleurs, se rendu sur place, a rencontré le premier ministre Maliki, etc. Mais l'Iran n'a pas besoin. Il y a eu un martyr Pasdar, là, dans les derniers jours, n'a pas besoin d'envoyer des troupes, puisque l'Iran dispose déjà sur place, si vous voulez, dispose déjà sur place des groupes qui sont armés, inféodés et disponibles et disposés pour se battre. 30 secondes chacun. Alors, premièrement, sur les chrétiens, c'est une tragédie, ça c'est clair, puisqu'il devait y avoir en Irak 1 200 000 chrétiens. Oui, un peu plus il en resterait 300 000 dans la plaine de Ninive, qui ont été protégés par les Kurdes d'ailleurs, récemment. Et donc, ça c'est important. Ninive. Voilà. Oui, Ninive, ça nous rappelle nos cours d'histoire. Les Hittites, je crois, voilà. Et donc, ça c'est un point précis. Pour ce qui est de la présence iranienne, c'est ambivalent. Je suis d'accord avec vous parce que... C'est 30 secondes, Jacques Mira. Il y avait une présence militaire, pratiquement une division qui était présente en Irak, mais il y a une rivalité entre le chiisme de notamment Al-Sistani et Téhéran. Et donc cette rivalité, c'est je t'aime moi non plus, mais elle existe. Et vous partez à Téhéran, faut-il le préciser, dans le cadre d'une mission et vous allez rencontrer les autorités politiques iraniennes. Pour conclure, l'Iran, vous pensez qu'elle a les clés ? L'Iran est quand même le grand vainqueur de la guerre d'Irak, mais les chiites irakiens sont très divisés sur cette présence iranienne, puisqu'on a quand même aussi des nationalistes parmi les chiites qui appellent aussi à l'unité irakienne. Mais oui, il faudrait la recréer. Mais alors, est-ce qu'il est possible de la recréer? Je suis tout à fait d'accord. Bien sûr que la solution est politique. Mais en l'état des choses, on va vers la confrontation. Malheureusement, elle viendra. Mais elle viendra. Est-ce qu'elle viendra au bon moment? Est-ce qu'il n'est pas trop tard? C'est la grande question. Bien, Benrad, je voulais vous remercier. On va présenter votre livre, Irak, idées reçues. On a vu la couverture et elle va repasser. C'est important de préciser les livres. Ardavan Amir Aslani, ce livre, les Iran, États-Unis, les amis de demain ou l'après, Ahmadinejad. Et
on n'a pas pu l'évoquer, mais c'est une question qui va se poser, évidemment, édition Pierre Deroux. Je remercie évidemment Jacques Miard, député MP. Vous partez à Téhéran. Et puis, merci. Et la Commission des Affaires étrangères a fait d'excellentes études sur l'évolution du monde arabe. À découvrir sur le site internet de l'Assemblée nationale. Soubi Thomas, merci d'être venu. Miar Glavani, qu'il faut citer. Le Miar Glavani, célèbre Miar Glavani, sociologue irakien. Merci de venir sur notre plateau. Merci à vous qui nous regardez chaque semaine. Merci à toute l'équipe qui prépare l'émission avec moi, parce que c'est pas simple de travailler sur une émission quotidienne. Je les salue tous. Et puis on se retrouve lundi, puisqu'on s'intéresse à un sujet très franco-français, le projet de loi de finances rectificatif, parce qu'on va parler évidemment des déficits. C'est un sujet qui nous occupe beaucoup. Bonne soirée, bon week-end. Restez fidèles au programme d'LCP.